Bonjour, je suis là aujourd'hui pour essayer de provoquer chez vous de la réflexion autour de l'amour et du couple à travers majoritairement mes lectures mais aussi un peu mon expérience. Et je vais commencer par vous proposer 2 citations pour permettre de faire émerger 2-3 problématiques que vous connaissez je pense déjà. La première, c'est une citation de Marie de Champagne qui date, je sais plus, en tout cas le début du second millénaire, le moment où il y a ce qu'on appelle le début de l'amour courtois, qui est en fait le prélude de ce que nous on appelle aujourd'hui le romantisme, et donc qui pose question de ce que c'est que le sentiment amoureux et de comment des amoureux se comportent. Enfin, il y a toute cette question en tout cas de l'amour qui devient extrêmement centrale. Parenthèse aussi qui se joue bien entendu en dehors du cadre conjugal et pour l'homme et pour la femme. Donc cette citation la voici. Nous affirmons que l'amour ne peut pas manifester son pouvoir entre deux époux, car ceux qui aiment sont tenus l'un envers l'autre de façon gratuite et sans aucune raison de nécessité. Les époux sont tenus d'obéir dûment à leur volonté mutuelle et en rien ils ne se doivent refuser l'un à l'autre en quoi que ce soit. C'est pourquoi, selon ce raisonnement, nous assurons ce que nous enseigne le précepte d'amour, à savoir que aucune situation conjugale ne permet de recevoir la couronne d'amour, si ce n'est que des liens ont été ajoutés. Je pense que vous comprenez pourquoi je commence par cette citation, et voilà la seconde, qui est donc une citation de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Se faire aimer est si facile, si déshonorant. Toujours la même vieille stratégie et les mêmes misérables causes. La chair et le social. Juliette aurait-elle aimé Roméo si Roméo avait eu 4 incisives manquantes et un grand trou noir au milieu? Là, c'est dirigé vers les femmes, mais je pense que avec de l'honnêteté intellectuelle, on peut clairement retourner l'argument pour le sexe opposé. Ce que ces 2 citations nous mettent en avant, c'est la problématique, les questionnements qui se posent au sein du couple, du désir et de l'amour. Qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui est irrationnel, qu'est-ce qui se maîtrise, qu'est-ce qui ne se maîtrise pas, et finalement, que vaut ce sentiment d'amour? Que peut-on lui demander et peut-il durer dans un couple qui est là pour former une famille? Qu'est-ce qui est rationnel et irrationnel dans le début de l'amour et le début d'un couple? Bon, je vais pas faire la grande savante, je pense que c'est un magnifique mix. La preuve étant qu'on peut tomber amoureux en le côtoyant d'une personne qui n'a pas du tout le physique auquel on s'attendait ou pas exactement les mêmes intérêts que nous, etc. Et on en est d'ailleurs toujours assez surpris. Pour autant, et notamment vu comment on rencontre les gens aujourd'hui à travers les applis ou de manière très fugace, forcément que les critères qui sont extrêmement rationnels prennent beaucoup plus de place, le jugement est plus dur, les attentes sont directes. On a une approche globale du couple et de l'amour qui s'est grandement modifiée. Pour essayer de cadrer ce cerveau qui adore parler pour ne rien dire, j'ai essayé de structurer la chose en 3 parties. La première partie, je vais parler de la pression que subit le couple dans la société actuelle, ce que ça a de positif, ce que ça a de négatif et pourquoi. Dans une seconde partie, je vais essayer de parler de ce qui se passe plutôt à l'intérieur du couple, de ce qui s'y joue, de ce qu'on y joue, de comment on négocie les choses aujourd'hui et bien sûr ce que je pense qui peut nous aider à avoir de meilleures relations durables. Et enfin, la dernière, c'est tout ce qui tient de l'individu, ce que l'individu ramène, lui, au sein du couple, ses styles d'attachement, les barrières. Et j'ai essayé de cadrer tout ça tout simplement parce que pour moi, le couple, c'est 3 entités. Toi, moi et le couple. Que le couple est une entité vivante à part entière et qu'elle est en même temps, qu'elle subit plutôt les volontés autonomes et que si au moins un des deux, en tout cas, ne met rien en place pour faire perdurer le couple, il est voué à l'échec. Ça devient la personne. Et la personne, on l'appelle l'âme sœur aujourd'hui. Le ou la. Eh ben, le soulmate, comme on dit chez nous, le soulmate, pendant toute l'histoire, c'était Dieu. C'était pas une personne. Commençons par la bonne vieille société. La société, en grandissant, nous renvoie une image du couple
qui est complètement faussé et on s'en rend compte en se prenant des superbes baffes ou alors en ayant l'intelligence subtile de lire 2-3 bouquins histoire d'analyser mieux les rapports, la manière dont le rapport de force se joue, là dans ce moment d'échange, qu'est-ce qui s'est joué, pourquoi j'ai ressenti ça, etc. Et ne pas se retrouver à juste suivre son instinct comme des animaux. Ce que la société nous amène à faire, puisqu'elle ne nous parle en permanence que du sentiment qui serait notre guide suprême, alors que les sentiments sont soumis à beaucoup de choses extraordinairement rationnelles. Il faut dans la vie se comparer à ce qui est possible, à ce qui existe, et non pas à ce qu'on imagine pouvoir être ou devoir être, ce que nous avons tous trop tendance à faire. Je n'invente pas l'eau chaude en vous disant que la société est atomisée, littéralement, c'est-à-dire qu'on est réduit à l'individu qui est l'atome, l'insécable. Or, cette situation n'est pas normale. La dépendance, ça me fait beaucoup rire, en ce moment on parle beaucoup de ça, bon, il y a des aspects pathologiques chez certaines personnes, mais techniquement, la dépendance, c'est notre instinct biologique le plus basique et normal. Et chez l'enfant et chez l'adulte. Un humain tout seul n'existe pas. Les liens amoureux baissent le rapport au stress, et je ne sais pas vous, mais je ne me suis jamais sentie aussi en sécurité que dans les bras de quelqu'un qui m'aimait. La nature même de l'être humain et qui n'est pas niable. On ne peut pas être seul. Le problème, c'est que comme nous nous retrouvons dans ces situations atomisées, les liens avec le village, comme on disait, les liens amicaux, les autres liens familiaux sont complètement érodés, voire détruits. Et de fait, tout vient reposer sur le couple, qui devient le pivot, le point central de tout. Tu es mon meilleur ami, tu es mon amant, tu es mon mari. Et je ne crois pas, parce que je l'ai lu mais parce que je l'ai vécu aussi, je ne crois pas que ce soit possible, et surtout en tout cas tout le temps, de faire reposer sur une personne tous nos besoins et toutes nos envies, sans en perdre certaines au passage, ça c'est sûr. Le fait que le couple soit finalement le dernier rempart, la dernière barrière, le dernier bouclier qu'on ait dans la société, le rend en fait extrêmement fragile parce qu'il empêche la respiration qui est nécessaire au couple et il empêche donc le désir. Or, le désir est central dans le couple, ai-je besoin de vous le dire. Et qui plus est, cette société crée une angoisse extrême, une angoisse existentielle qui est totalement normale, justement parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Or, cette angoisse existentielle, nous l'amenons et nous cherchons à la battre dans le couple, ce qui est fondamentalement très complexe et qui est énorme à demander à quelqu'un. Finalement, par rapport à la société en elle-même, par rapport à tout ce qu'elle provoque en nous, je pense que la première chose, et ça c'est valable en règle générale, quand on cherche vraiment un partenaire, c'est déjà savoir ce qu'on veut et se rendre compte de ce qui est incompatible avec ce qu'on veut. Je m'explique. Si vous voulez 5 enfants, vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui ne peut pas provide, qui n'a pas d'argent, ou alors vous allez vous retrouver dans la merde. Ou vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui ne veut pas 5 enfants. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux et que vous sortez avec quelqu'un qui est tout le temps dans des galères, bon courage pour votre santé mentale. Et ça, c'est des choses qui doivent être posées consciemment. Parce que inconsciemment, énormément de gens peuvent nous plaire. Enfin, j'exagère, c'est pas vrai, moi je suis en galère, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, un certain nombre de gens peuvent nous plaire. Ça veut pas dire pour autant qu'on peut créer une vie avec. Bien sûr, la dernière chose que la société actuelle a fait aussi, c'est que les rôles se sont brouillés. Et même si ça a certains aspects qui sont positifs, hein, ciao les incels, il y a aussi des côtés qui sont négatifs, et notamment le fait que l'altérité crée le désir, et ça j'en parlerai maintenant, puisque je vais commencer donc à dévier vers l'intérieur du couple. Le couple aujourd'hui, c'est 2 choses, ou en tout cas on en attend 2 choses. D'un côté c'est une entreprise, c'est un schéma familial, pour en tout cas ceux qui veulent créer une famille, et de l'autre c'est un lieu où on cherche à se sentir vivant, à être vu, à se sentir exister, et c'est d'ailleurs la définition même de l'amour, être vu. Alors maintenant parlons du couple en lui-même, de ce qui s'y joue et de ce qu'on peut y faire. Je vais commencer par vous citer une citation de Khalil Gibran ou Gibran, très vieille et connue. Hein. Laissez l'espace entrer au sein de votre union et que les vents du ciel dansent entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une chaîne.
Laissez-le plutôt être une mer dansant entre les rivages de vos âmes. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à la même coupe. Donnez à l'autre votre pain, mais ne mangez pas de la même miche. Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du temple se tiennent à distance et le chêne et le cyprès ne croissent pas à l'ombre l'un de l'autre. Je pense que cette citation vous montre déjà une des premières choses qui est nécessaire si tant est qu'on puisse, et je le pense, faire survivre dans un couple et l'aspect émotionnel, l'aspect vital qui se joue dans l'amour, littéralement être vu, et l'aspect très concret, très administratif du couple. Si on ne veut pas subir les vagues, car dans les couples il y a toujours des vagues, il faut comprendre les dynamiques et pourquoi on ressent ce qu'on ressent à tel ou tel moment. Le jeu est d'ailleurs l'aspect le plus primordial de cette histoire, mais pour vous donner un exemple vraiment très stupide et basique, combien de fois les gens retrouvent du désir pour leur compagnon quand il est désiré par quelqu'un d'autre? Combien de fois les gens retrouvent du désir pour leur compagnon quand ils s'habillent différemment ou qu'ils changent d'attitude soudainement? Parce que d'un seul coup, ce qu'on récupère là-dedans, c'est l'altérité. Et ce qui nous attire chez l'autre, c'est l'altérité. Je vais en reparler dans 2 secondes, mais tout ça pour vous dire que si vous êtes capable d'analyser ce qui se passe à ce moment-là, vous aurez moins tendance à vous persuader que le problème, c'est la personne avec qui vous êtes, et donc vous chercherez plus facilement à trouver des solutions à deux, au lieu de vous dire que les sentiments sont partis, blablabla, et ensuite essayer d'aller chercher ailleurs quelque chose que vous ne trouverez sans doute pas. Donc pour le faire simplement, l'intelligence émotionnelle est la chose la plus importante que vous ayez à avoir, et aussi bien sûr la patience. Et tout cela est lié à l'amour, mais je conclurai là-dessus. Là je reste sur quelque chose de très rationnel. Dans un couple, il y a un jeu permanent, même quand il s'endort. C'est une forme de chasse. Il y a toujours un rapport de force, et dans un couple équilibré, le rapport de force s'échange de manière assez régulière. Et c'est aussi pour ça aussi que la question du respect est tellement importante, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un avoir le pas sur nous si ce n'est pas quelqu'un de respectueux. Donc dans le couple, il y a ce jeu du chat et à la souris, et en fait finalement tout ça c'est la question du besoin d'espace et du besoin d'intimité. Moi, ce que j'ai vu qui marchait de manière extrêmement concrète là-dedans, bon, le plus simple étant de ne pas vivre ensemble, mais bon, encore une fois, c'est des questions de moyens, d'argent, etc. Et puis même, en fait, si on a des enfants, c'est pas possible, enfin voilà. Alors au-delà de ça, il y a le fait de ne pas partager tout. Une chose aussi stupide que de regarder un film seul dans sa chambre et que l'autre regarde un autre film pour pouvoir ensuite en discuter ou partager ou avoir des intérêts distincts et ne pas commencer à mélanger tout, à mélanger ses amis de manière permanente, ne pas devenir en fait un tout où quand vos amis se demanderont est-ce que j'invite truc, c'est d'ailleurs que je suis obligée d'inviter aussi machin. Ça c'est a dead end, vraiment. Une autre chose, c'est que je pense que dans un couple il faut garder un voile. Encore une fois, c'est pas toujours possible, hein. Le jour où t'accouches et que t'es en train de sortir de ton corps à peu près tout ce qui existe, d'un côté comme de l'autre, c'est pas le moment de croire que tu peux laisser un voile. Tu comprends? Encore que c'est débattable. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous passez votre vie à vous trimballer à poil et à déféquer l'un devant l'autre, bon, je donne pas cher de votre vie sexuelle pour les 5-10 prochaines années, le temps bien que ça se dégrade. L'idée étant que, encore une fois, tout ça se résume à un jeu. Oui, c'est quelque chose d'entre guillemets hypocrite. Mais en réalité, la séduction de base est hypocrite. Et recréer ça dans le couple, c'est artificiel. Mais en fait, c'est aussi artificiel que ça ne l'était au départ. C'est pour ça qu'il ne faut pas... C'est pas qu'il ne faut pas trop montrer de l'autre, de soi, mais il ne faut pas trop montrer tout le temps. Il faut essayer d'être réflexif, il faut essayer de garder justement une forme de distance. Et quand, encore une fois, et c'est là que l'intelligence émotionnelle joue, quand cette distance n'est pas possible, parce que c'est possible que ce soit pas possible, il faut avoir l'intelligence d'en discuter, de réfléchir pourquoi les choses sont dans l'état dans lequel elles sont. Et pas se dire, bon bah voilà, et jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Une chose aussi extrêmement classique pour recréer cette illusion de distance finalement, bon bah c'est de se retrouver bien sûr dans des environnements peu familiers, mais pas forcément seulement. Parfois ça se joue honnêtement très fortement sur l'apparence. Changer d'habit, changer de coupe, changer quelque chose fait que la personne momentanément reparaît autre. Aussi changer d'attitude. Moi je sais que quand on rencontre quelqu'un, on montre une facette de soi et ensuite il rencontre une autre facette de soi. Et parfois il oublie qu'il existe une autre facette, enfin vous comprenez la dynamique, et c'est important de se le rappeler à soi-même,
de le rappeler à l'autre et que l'autre nous le rappelle aussi. Une autre technique un peu barbare mais qui marchait pas mal, c'est de se retenir, de se toucher de quelque manière que ce soit pendant un certain temps. Tout simplement parce qu'en fait du coup on en perd l'habitude et quand on le refait, forcément l'excitation est différente que si on en a le droit en permanence. Jouer au fait de ne pas être accessible, jouer à toutes ces choses-là, c'est ça aussi qui permet de garder quelque chose en vie dans le couple. Tout ça c'est du jeu. En fait, tout ce qui se joue dans le sexe et dans le désir, c'est l'altérité. Et c'est pour ça qu'en général, c'est dans le sexe qu'on retrouve le plus d'opposition féminin-masculin, dans un sens ou dans un autre. Et il y a toute une question de domination et de soumission dans le sexe. Pardon. Et en fait, tout cela finalement se joue dans la question de l'altérité. C'est le différent qui nous attire et non pas le même. Et plus la personne nous paraît différente, entre guillemets, de nous, ça reste beaucoup plus attirant. Et ça me fait beaucoup penser à une citation d'un film extraordinaire que si vous n'avez pas vu est une bible de la relation de couple qui s'appelle Eyes Wide Shut de Kubrick. Et il y a cette phrase à un moment, et je me souviens plus exactement, mais c'est réjouissons-nous d'avoir réussi à survivre à nos fantasmes, qu'ils étaient réels ou imaginaires. C'est un couple qui finit par dire ça. Et encore une fois, tout ce qui tourne dans ce film, c'est vraiment la question d'à quel point je crois connaître l'autre, je crois le connaître, je crois l'imaginer d'une certaine manière, doux, tendre, tout ce que tu veux. Et en fait, tu te rends compte que derrière tout ça, il y a toujours autre chose. Toujours. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas des multiples facettes. Un autre danger aussi que j'ai vu et qui rejoint encore une fois c'est ce besoin de liberté, c'est donc les gens qui coupent et étouffent leur partenaire d'une manière ou d'une autre, et notamment les empêchant de sortir tout seuls, parce que alors soit ils se sentent abandonnés ou soit ils ont peur ou que sais-je. Je pense que c'est le meilleur moyen de détruire son couple parce que ça déjà donne une image extrêmement peu confiante de nous-mêmes, peu importe qu'elle soit vraie ou pas, l'image étant une image, et puis parce que encore une fois on a besoin de respirer et franchement qu'est-ce que c'est bien d'être sans la personne avec qui on vit. Ça me fait rire les gens qui pensent que j'ai eu ça dans les commentaires, quelle belle vision de l'amour, de pas vouloir se coltiner l'autre, mais bien sûr que c'est une vision de l'amour. Ça veut pas dire, encore une fois, non c'est même pas une vision de l'amour, c'est une vision du désir. L'amour n'a rien à voir. On peut aimer quelqu'un n'en ayant plus de désir pour lui. En revanche, on va créer du ressentiment parce qu'on considère que c'est avec cette personne qu'on devrait avoir du désir et on ne l'a pas. Pour conclure, c'est pas vraiment conclure, mais en tout cas finir cette partie, ce qu'on voit en fait, c'est que tout doit être pensé et en tout cas discuté pour ne serait-ce qu'espérer que ça marche, et en étant pas forcément sûr que ça marche, mais en tout cas la question de vivre ensemble, pas vivre ensemble, le temps ensemble, les sorties, pourquoi, comment, ce qu'on n'aime pas. Et surtout, ne pas se faire prendre au piège de croire que parce qu'on passe autant de temps ensemble, parce qu'on est tout le temps collé dans le canapé, on est proche, on se sent peut-être rassuré, mais être rassuré, c'est anti-érotique. L'érotisme vit dans une forme de danger. Pas de regret, voilà le temps de vomir. Je vais essayer de me centrer plus sur ce que l'individu ramène de lui-même dans le couple et qui peuvent créer des problématiques. La première chose à savoir, c'est qu'il existe 3 formes d'attachement. Alors j'ai des débats sur cette question, mais en tout cas c'est important de le savoir. Donc il y a l'attachement sécure, je vais pas vous le développer. Sécure, c'est justement quelqu'un qui est capable de laisser une personne partir et revenir en ayant le sentiment d'être en sécurité justement. Ensuite il y a l'attachement anxieux. Eux ce sont justement des gens qui sont terrifiés par l'idée d'être abandonnés et qui ont justement en général de très mauvaises réactions quand la personne donne des signes ou qu'ils interprètent les signes comme étant que la personne va les abandonner, qu'elle les laisse. C'est des gens qui ont tendance à beaucoup vouloir être avec la personne avec qui ils sont, etc., et à tout interpréter dans ce sens-là. Et enfin, il y a les avoidants, ceux qui évitent. Donc eux, c'est l'opposé, c'est des gens qui ont généralement justement été tellement entourés de gens qui ont mangé leur énergie, etc., que la proximité leur fait peur. Ça veut pas du tout dire qu'ils ne veulent pas être aimés, mais en tout cas, au moindre signe de dépendance de l'autre, et un signe de dépendance pour une personne avoidant, ça peut être demander à rencontrer ses parents ou dire tu peux promener mon chien, enfin je veux dire c'est très dépendant de la personne et même des circonstances. Et c'est quelqu'un qui aura plutôt justement tendance à fuir. Or forcément bien sûr dans les couples en général qui se retrouvent ensemble, l'avoidant et l'anxieux, forcément.
Je vous mettrai, et ça parce que je vais pas y passer un milliard d'années, il y a des gens qui ont fait des vidéos très bien, j'espère que vous parlez anglais, parce que la plupart des vidéos que j'ai sont en anglais, donc je les mettrai dans la description, cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'analyser dans quelle catégorie on est de manière générale, et aussi de voir que en fonction de l'état de la relation, on s'est tous retrouvés dans différents rôles. Et que donc, cette capacité à se rendre compte d'où est-ce qu'on en est plutôt dans la relation, permet aussi d'adapter son comportement, de, entre guillemets, respirer quand on est anxieux de ouf, lever les doigts, et de se dire, ok, qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai ma propre valeur, et se raconter de petites histoires à soi-même, mais pour se calmer et pas se jeter sur son téléphone pour envoyer un énième message qui ruinerait la relation, parce que là c'est justement un problème personnel et pas un problème de couple. Ça veut pas dire que l'autre peut pas faire des choses pour aider, mais il faut quand même faire attention parce que le désir est au milieu de cette merde. Une autre chose aussi que les gens ont tendance à faire et qui est épuisante, c'est justement en fait se lier trop à l'émotion. Moi, un de mes livres préférés, c'est un livre d'Anne Brontë qui s'appelle La Dame du manoir de Whitfield Hall, et qui est extraordinaire, je vous le conseille, et qui justement montre littéralement ça en 3D et ce que ça donne. Il y a une phrase dans ce livre, c'est « Étudie-le d'abord, admire-le ensuite, et puis tu pourras l'aimer ». Ça s'adapte aux deux sexes, et en fait c'est l'histoire d'une femme qui fait, on va dire, un terrible choix amoureux. Justement, dans cet état, le premier état de l'amour, qui est l'infatuation, cet état où tout paraît parfait, etc. Et c'est pas que cet état ne vaut rien, au contraire. J'ai une amie proche qui me disait que cet état, c'est celui qui permet de creuser la terre pour planter la graine, et ensuite, avec le temps, la terre recouvre la graine, mais ce qui a été planté pousse et crée autre chose. Et si cet état n'existe pas, il n'y a rien. Et ça, je suis totalement d'accord avec elle. En revanche, il faut faire très attention justement à ne pas laisser cet état nous cacher ce que l'autre est, regarder son comportement notamment avec les autres et avec les inconnus. Et enfin, et là, je pense que je vous recommanderai encore une fois le travail de Dr. Nicole LePera, The Holistic Psychologist, qui a beaucoup travaillé sur les questions de l'ego. Elle définirait l'ego comme étant une protection de notre enfant intérieur. Mais quoi qu'il en soit, il joue énormément dans le couple, et alors ça, je le vois tout le temps. L'ego, en fait, c'est l'histoire qu'on se raconte à soi-même pour survivre. Notamment les people pleasers, je suis une bonne personne parce que je fais tout pour les autres, parce que je suis toujours là pour les autres, ou alors je me suis toujours construit tout seul, etc. etc. C'est des histoires qu'on se raconte à soi-même qui sont fausses, et dans lesquelles on est entre guillemets le héros parce qu'on fait telle ou telle action. Sauf que ça crée différents problèmes à l'intérieur ça empêche complètement la communication, parce que, et ça c'est universel, une fois que l'ego est touché. Alors attention, je parle pas d'insultes, etc. L'ego, c'est une histoire qu'on se raconte. Donc à partir du moment, par exemple, où quelqu'un va vous dire, imaginons vous êtes un people pleaser, et les gens vont te dire, mais en fait, t'avais pas besoin de faire ça. Enfin, je veux dire, j'avais pas besoin que tu fasses ça. Ça va péter. Alors que ça se trouve, vous dites ça parce que vous voyez que la personne est fatiguée, qu'elle en peut plus, etc. Mais t'as pas besoin de faire ça. Oui, mais ça tape à son histoire. Et arrêter une histoire, c'est quasiment la tuer pour elle. Et le problème, c'est que ça empêche une bonne communication. Encore une fois, je dis ça, c'est facile à dire à travers mon écran, mais quand quelqu'un tombe dans une réactivité émotionnelle dès qu'on aborde certains sujets, ou même dans l'autre sens, c'est toujours de ma faute, et qui va se mettre forcément à pleurer dès qu'on va évoquer un problème dans le couple parce qu'elle va se sentir mal ou abandonnée, ça coupe en fait la possibilité de discussion. Et encore une fois, être consciente de ces choses-là permet non pas de les arrêter ou de passer outre tout le temps, mais permet au moins d'en discuter par la suite et d'être conscient de ce qui se passe. Savoir, c'est le plus grand pouvoir qu'on ait sur tout. Et je le vois aussi dans les relations interpersonnelles. Et pour finir, la dernière chose importante à dire pour les individus en couple, c'est le pardon. Dire pardon, dire merci, s'excuser, ce sont peut-être les bases les plus fortes et les plus solides qu'on puisse avoir. Et je le vois partout. Je veux dire, quand un homme ou une femme, ou enfin qui que ce soit, vous emmène au restaurant ou que sais-je, merci, c'est le premier mot à prononcer. Sauf, bien sûr, si vous sortez avec des crétins, mais dans ce cas-là, c'est pas mon problème. Pour finir cette très longue vidéo, je voulais te parler d'amour. Sans essayer d'être cheesy, comme on dit. Mais
je veux vous rassurer sur le fait qu'il existe et qu'il n'est pas uniquement, en tout cas, le fait de pulsion et de désir, même si il y est lié et il y prend, on va dire, son cœur battant. J'ai reçu beaucoup de messages sur donc le casual sex, sur les relations qui ne durent pas, etc. Et qu'est-ce que j'en pensais, etc. Et bon, bah moi, je n'ai pas une très grande expérience, mais ma petite expérience me suffit à me dire que malheureusement, sauf peut-être cas extrême, on se sent souvent seul et utilisé. Je pense en ce moment que peut-être que les gens qui arrivent à faire ça et à se sentir bien sont des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de choses, qui n'ont peut-être pas beaucoup de profondeur et qui donc ça leur permet de connecter avec beaucoup plus de gens, c'est ma supposition, même si j'en doute encore une fois, mais je me dis que c'est la seule logique que j'ai parce que quand tu te retrouves nu dans les bras de quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'a pas spécialement envie de te connaître, je ne sais pas vraiment comment tu peux te sentir bien, surtout si tu as déjà été aimé et que tu sais ce que c'est. Tout ça n'a rien à voir avec le fait de coucher avec quelqu'un qui a essuyé vos larmes et je l'assume complètement. Je ne suis pas une romantique forcenée et cette vidéo le prouve. Pour moi, le romantisme est entre guillemets le cadeau que nous offre le fait d'être suffisamment rationnel et en même temps suffisamment passionné pour mélanger entre guillemets cet aspect de la vie avec la durée. Sinon, c'est quelque chose de momentané qui ne peut pas durer. Mais je le dis et je le répète, aimer, c'est vraiment la chose la plus belle que je n'ai jamais vécue. Aimer et être aimé, bien sûr. Rien n'est comparable à ça. Rien n'est comparable au sentiment de sécurité qu'on a quand on est avec la personne avec qui on a envie de raconter absolument tout ce qui nous arrive dans les moindres détails pour aucune raison d'ailleurs qui nous paraît logique. Et aimer quelqu'un, c'est avoir envie de le protéger quand il va mal, c'est vouloir être là pour lui, qu'on soit une fille ou un garçon. Oui, j'ai tenu la personne que j'aimais dans mes bras pendant qu'elle dormait et c'était un sentiment extraordinaire. Et encore une fois, c'est là aussi où il faut avoir cette intelligence émotionnelle de doser les choses. Et puis à un moment donné, quand les choses durent, la personne devient tellement une partie de vous-même que l'amour va de soi. Et ça paraît presque inimaginable de pouvoir arrêter d'aimer cette personne un jour. C'est valable en amitié et c'est valable en amour aussi. Voilà, j'ai fait cette vidéo parce que, comme je l'ai dit, l'amour est la plus belle chose du monde. Et j'espère d'une certaine manière pouvoir contribuer au fait de le faire durer en permettant la réflexion et non pas la fuite, car les regrets qu'on peut avoir ensuite doivent être énormes. Je sais pas si l'amour est aussi beau parce que c'est le fait d'être choisi. J'en sais rien et je m'en fiche. C'est la nécessité de l'être humain, être aimé en amour ou être aimé en amitié. Et j'espère que vous le vivrez et que vous ne l'oublierez jamais. Je vais vous lister en description je vais essayer en tout cas parce que vous connaissez l'histoire de mon cerveau. Je vais vous lister des livres, des films, des séries qui m'ont fait énormément réfléchir sur le sujet. Dites-moi si vous avez d'autres questions, d'autres idées. Bien sûr, le sujet n'est absolument pas terminé comme vous pouvez le supposer. N'haïssez pas les gens, puisque visiblement c'est ce que beaucoup d'entre vous font. Et je vous dis à la prochaine.